Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité. Donc, aujourd'hui, mon mandat, c'est de parler des comorbidités qui peuvent exister en fibrose pulmonaire idiopathique. J'ai appris moi aussi en faisant cette présentation-là, donc j'espère pouvoir améliorer vos connaissances puis qu'on ait des points pour le futur. Donc, en fait, voici mes deux conflits d'intérêts. Je ne devrais pas en avoir là, pour la présentation. Donc, en fait, voici mes trois objectifs. Donc, en premier, c'est connaître les différentes maladies qui peuvent coexister. Ensuite, connaître l'approche diagnostique et thérapeutique de ces comorbidités. Puis ensuite, évaluer l'impact sur la qualité de vie et le pronostic du patient. Donc, allons-y directement dans le vif du sujet. Donc, en fait, la fibrose pulmonaire idiopathique est une maladie avec plusieurs comorbidités. Donc, certaines que je savais qui étaient un peu plus intuitives, par exemple l'hypertension pulmonaire, les embolies pulmonaires aussi, mais en fait, j'ai appris donc beaucoup d'apnée obstructive. Donc, vous voyez, autour de 6 à 90% décrit. Le reflux, ça, c'est quelque chose qui était quand même décrit depuis longtemps. La MPOC, en fait, plutôt la partie emphysème. Le diabète semble en avoir plus avec en FPI. La dépression, l'anxiété, je pense qu'on en a parlé, mais je vais en reparler aussi. C'est important de bien rechercher ces maladies-là chez nos patients, parce qu'en fait, les patients, si on ne traite pas cette approche, si on ne traite pas cette maladie-là, il y a quand même un bon impact dans leur vie. Le cancer aussi pulmonaire, ça aussi, c'était assez intuitif, mais donc quand même autour de 20% de prévalence. Si on regarde un groupe contrôle puis un groupe FPI, donc un groupe contrôle donc, qui est matché avec des personnes du même âge, du même sexe, on voit qu'il y a beaucoup plus de certaines maladies. Donc, les pourcentages que vous voyez en haut des colonnes, c'est le ratio de prévalence. Donc, ce qu'on voit, c'est que des infections pulmonaires, il y en a 2,5 fois plus souvent dans les FPI que dans les groupes contrôle. On voit aussi le double au niveau d'embolie pulmonaire, de phlébite, le triple au niveau du cancer pulmonaire. Puis aussi, à la fin, c'est peut-être pas aussi... c'est quand même beaucoup plus prévalent, en fait, donc au niveau de la fatigue, de la dépression, mais pas une proportion plus élevée, là, donc autour de 1,5 fois par rapport au contrôle. Donc, si on y va par certaines maladies, j'ai pas voulu parler de tout, mais on va quand même parler de certaines maladies plus importantes. Donc, si on parle d'hypertension pulmonaire, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une élévation anormale des pressions au niveau des artères pulmonaires. C'est diagnostiqué par un cathétérisme cardiaque droit, souvent estimé par l'échographie cardiaque. Normalement, la moyenne, la valeur normale, c'est en bas de 25 mm de mercure. Donc, l'hypertension pulmonaire arrive autour de 30 à 50% des patients. Il y a des grosses variations aussi dans la littérature. Ça dépend des critères, comme je vous dis. Le diagnostic standard, c'est fait par le cathé, mais en fait, souvent est dépisté ou donc par l'échographie cardiaque. Il y a quand même environ 10% des patients qui ont des hypertensions dites hors de proportion. C'est un terme qu'on ne devrait plus utiliser, mais ça reste quand même frappant. Donc, en fait, c'est des pressions plus élevées, en haut de 35 mm de mercure. Plusieurs mécanismes, en fait, ceux qui sont quand même plus reconnus ou plus intuitifs, je vous dirais, donc tout ce qui est vasoconstriction hypoxique. Donc, en fait, les patients qui sont hypoxémiques, les artérioles se vasoconstrictent, donc emmènent une hypertension pulmonaire. Ensuite, évidemment, comme il y a une destruction du parenchyme, il y a donc une destruction du lit capillaire. Donc, ça fait de l'hypertension pulmonaire. Et aussi, de plus en plus, on semble voir qu'il y a une angiogenèse aberrante, qu'il y a des cytokines inflammatoires qui semblent vouloir aggraver ce phénomène-là. Puis aussi, donc, les autres comorbidités que je vais vous parler plus tard, mais donc tout ce qui est post-embolique, post-embolie pulmonaire ou l'apnée obstructive du sommeil peuvent aussi se surajouter à l'hypertension pulmonaire. Donc, comment on fait pour suspecter une hypertension pulmonaire? En fait, je vous dirais, c'est surtout en clinique, mais il y a d'autres éléments aussi diagnostiques. Donc, en fait, les symptômes, c'est des patients qui sont lipothymiques ou qui ont des syncopes, donc des pertes de conscience, et aussi des patients qui sont très essoufflés, beaucoup plus qui semblent disproportionnés par rapport aux imageries puis par rapport aux tests de fonction respiratoire.
Aussi, ce qu'on va voir, donc les tests de fonction vont avoir une diffusion qui va être très abaissée, donc souvent inférieure à 30 %. Au test de marche des 6 minutes, quand on leur fait faire et qu'on peut comparer aussi, donc on voit un périmètre de marche qui est abaissé et on voit aussi une désaturation qui est beaucoup plus profonde. Également, aussi, un élément qui peut s'ajouter au test de marche, c'est de mesurer le pouls à 1 minute après la fin du test, puis voir que la récupération du pouls, elle est plus lente en fin de test. Aussi, donc, au niveau biochimique, on pourrait faire des BNP, donc les marqueurs de l'insuffisance cardiaque, eux, ils vont être augmentés. Aussi, quand on leur fait faire des scans thoraciques de contrôle, on peut voir que les artères pulmonaires sont dilatées. Donc, en fait, il existe un ratio là, donc, de l'artère pulmonaire par rapport à l'aorte qui est plus grand que 1. Et aussi, en fait, c'est notre meilleur test, c'est l'échographie cardiaque. Donc, en fait, ce qu'on va voir, c'est au niveau de la pression des artères pulmonaires, si elle est élevée ou pas. On va voir également au niveau de l'oreillette droite, le ventricule droit qui va être dilaté et qui va moins bien fonctionner. En fait, le traitement, malheureusement, il n'y a pas de traitement spécifique. Donc, pour, par exemple, les jeunes avec les hypertensions artérielles pulmonaires qu'on traite avec les médicaments spécifiques, c'est pas du tout recommandé. En fait, c'est même pour certains patients, c'est plutôt délétère. Donc, en fait, c'est un traitement qui est plutôt symptomatique. Donc, patient qui est en insuffisance cardiaque droite, on donne des diurétiques et s'ils sont hypoxémiques, on donne de l'oxygène. Pourquoi que je parle d'hypertension pulmonaire? En fait, ça diminue la qualité de vie, ça diminue la tolérance à l'exercice. Tout ça, c'est un marqueur de mauvais pronostic. Donc, en fait, chez des patients qui sont en attente de greffe pulmonaire, qui ont la FPI, il y a une mortalité à 1 an de 28 % par rapport à 6 % chez ceux qui n'ont pas d'hypertension pulmonaire. Également, si on se fie seulement avec les critères à l'échographie cardiaque, une survie médiane de 8 mois si la pression de l'artère pulmonaire elle est élevée en haut de 50 mm de mercure. En fait, si le patient est éligible à une greffe pulmonaire, je pense que moindrement on a une suspicion d'hypertension pulmonaire, il faut les référer plus rapidement. Le deuxième comorbidité qu'on peut voir, donc, c'est surtout l'emphysème. Donc, en fait, c'est le syndrome emphysème fibrose qu'on appelle en français. En fait, c'est pas juste l'addition de 2 maladies, c'est vraiment un phénotype qui est distinct. Donc, une prévalence qui varie entre 8 et 51 %, autour de 30 % je vous dirais. Et comment on fait le diagnostic? En fait, c'est en fonction sur le scan thoracique. Donc, il doit y avoir plus que 10 % d'emphysème aux apex et il y a de la fibrose aux bases. Donc, voici un scan qui décrit bien ce qu'est un syndrome emphysème fibrose. Donc, à gauche, vous voyez l'emphysème centrolobulaire et pas vraiment paraceptal, mais puis aux bases, au niveau à droite, là, vous voyez la fibrose aux 2 bases, puis vous voyez la coupe sagittale en bas là, qui montre vraiment bien que les 2 maladies peuvent exister ensemble. Pourquoi on en parle, en fait, c'est parce que ces gens-là, je vais en parler un peu plus tard, là, mais ils développent surtout de l'hypertension pulmonaire, donc un facteur de mauvais pronostic également. C'est surtout les hommes, personnes qui sont plus âgées, c'est surtout ceux qui ont déjà fumé. Ces patients-là ont des symptômes souvent non spécifiques, donc il faut avoir un haut degré de suspicion. Également, ils ont un peu plus d'hypocratisme digital par rapport à d'autres patients. Donc, si on a ça à l'examen physique, ça peut nous donner un petit indice. Au test de fonction respiratoire, ce qu'on peut voir, en fait, c'est comme il y a une partie obstructive avec l'emphysème puis une partie restriction avec la fibrose, ce qu'on va voir, en fait, c'est un mélange un peu des deux. Donc, la spirométrie peut être normale, voire même un petit peu obstructive, mais pas tant que ça. Puis les volumes pulmonaires vont être normaux. Par contre, comme les 2 maladies atteignent la diffusion, bien, la diffusion va être très, très abaissée. Puis, encore une fois, on va avoir une désaturation significative au test de marche. Donc, comme je vous disais, donc, il y a plus d'hypertension pulmonaire. Donc, au niveau de la survie, c'est abaissé. Et aussi, il y a plus de cancer pulmonaire, donc une survie médiane de 11 mois environ. Malheureusement, je vais en parler aussi un peu plus tard, c'est chez ces patients-là, avec une fibrose, on n'a pas beaucoup d'options thérapeutiques là, pour le cancer.
Donc, le traitement du syndrome emphysème-fibrose, en fait, c'est des opinions d'experts. Il n'y a rien de prouvé dans la littérature par rapport à ça. Évidemment, là, c'est du gros bon sens, là, je vous dirais. Donc, l'arrêt tabagique, des bronchodilatateurs peuvent être essayés. L'oxygénothérapie, si le patient rentre dans les critères. Évidemment, comme je vous disais, donc le traitement de l'hypertension pulmonaire et de l'insuffisance cardiaque. Faut les référer en greffe si le patient est dans les âges pour ça. Également, là, au niveau du traitement spécifique de la fibrose, je pense que on pourrait être éligible pour les 2 médicaments antifibrotiques. En fait, là, il y a une étude de sous-groupe avec le nintédanib qui semble montrer que le médicament serait aussi efficace si les patients avaient de l'emphysème. Donc, le cancer pulmonaire, donc une prévalence autour de 4 à 13 %. C'est encore à peu près la même population, donc les personnes plus âgées, les hommes, ceux qui ont déjà fumé. En fait, la fibrose en tant que telle est un facteur indépendant d'augmentation du risque de cancer, puis ça augmente de 7 fois aussi ce risque-là. En fait, surtout ce qui va arriver, le cancer va se retrouver au niveau, là où il y a la fibrose, donc aux bases, surtout en périphérie. C'est plus souvent de l'épidermoïde, alors qu'actuellement, on voit plutôt une tendance vers l'adénocarcinome de plus en plus. Malheureusement, le cancer a des symptômes non spécifiques, même pour une personne qui n'a pas de fibrose. Donc, je vous dirais que ça peut être détecté sur une radiographie au suivi ou sur les scans thoraciques qu'on fait pour le suivi de la fibrose. En fait, la survie, elle est beaucoup moins bonne, on peut s'en douter, chez les patients avec FPI et cancer par rapport au groupe cancer seul. Donc 38, c'est cancer tout groupe mélangé, là, je vous dirais. Donc, en fait, une survie là, de 39 mois par rapport à 64 mois. Les traitements, en fait, c'est un peu difficile, je vous dirais. Donc, en fait, la chirurgie, tant mieux s'il a des bons tests de fonction respiratoire, mais souvent, c'est déjà abaissé. Donc, fonctionnellement, on ne peut pas faire une résection d'un lobe. Si on le fait, il y a un plus haut taux de mortalité par rapport à un individu normal. Et aussi, il y a des exacerbations aiguës qui se passent en post-opératoire. Également, la radiothérapie, on oublie ça. On pense que ça exacerbe la fibrose également. Il y a certains types de chimiothérapie, par exemple, les thérapies ciblées par la bouche peuvent donner également des exacerbations. Donc, souvent, ce qui reste comme option thérapeutique, c'est les thermoablations. Donc, on va insérer un cathéter puis on va aller brûler la tumeur. Le reflux. En fait, ça fait longtemps que ça existe. Il y a eu une période où le reflux cause la maladie, mais là, on semble avoir des études divergentes par rapport à ça. En fait, la prévalence, vous voyez, varie de 0 % à 94 %. En fait, c'est tellement en fonction des symptômes, soit en fonction des symptômes ou en fonction de la méthode diagnostique de l'étude. Certains patients pourraient être asymptomatiques. En fait, il n'y a aucun... C'est pas si clair que ça qu'il faudrait rechercher le reflux chez tous nos patients. Au début, il y avait des études qui montraient que traiter le reflux diminuait, ralentissait la diminution de la CVF. En fait, la CVF, là, c'est notre critère là, pour voir si ça répond le médicament répond à la maladie. Oui, c'est ça. En tout cas, bref, je m'excuse. Donc, c'est ça. Donc, puis en fait, donc c'est ça. Donc, les études au début disaient que semblait avoir une amélioration. Puis ensuite, dans les groupes placebo, des dernières études de fibrose, on semble voir qu'il ne semble pas, chez le groupe contrôle, le placebo, ceux qui en prenaient pas, il n'y avait pas nécessairement de différence au niveau de la CVF. Les guidelines, les lignes directrices nous disent qu'on devrait les traiter de façon empirique. Par contre, c'est un faible niveau d'évidence. Je pense que ce qu'il faut aussi recommander, c'est un traitement qui est non pharmacologique. Donc, éviter le repas le soir et augmenter la tête de lit.
Le cœur, donc en fait, à peu près toutes les maladies cardiaques peuvent arriver chez nos patients avec FPI. Donc, fibrillation auriculaire, arythmie, insuffisance cardiaque, les AVC, l'hypertension artérielle. En fait, je vais vous parler surtout de la MCAS. Donc, encore une fois, là, la FPI est un facteur de risque qui est indépendant par rapport à cette maladie-là. Il y a beaucoup de variations de pourcentage. En fait, si on regarde les dossiers des patients, ça peut aller à 3 versus ça pourrait aller jusqu'à 68 lorsqu'on fait les bilans pré-greffe, parce qu'on est beaucoup plus agressif de ce côté-là. Donc, en fait, ça pourrait être suspecté si au scan thoracique, on voit des calcifications coronariennes. Et aussi, évidemment, si le patient a des symptômes d'angine, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le référer en cardiologie. Mais s'il y a des calcifications coronariennes ou si on pense l'envoyer en greffe pulmonaire, je pense qu'il faut référer nos patients en cardiologie pour qu'il y ait des tests supplémentaires. Donc ici, c'est une diapositive là, sur la probabilité de survie de deux maladies pulmonaires avec ou sans maladie coronarienne. Donc on voit en gris pâle la MPOC et en noir foncé la FPI. Donc on voit que c'est pour les patients qui sont matchés pour l'âge, le sexe et également pour la diffusion et la même CVF, donc une même sévérité entre les deux maladies. Donc ce qu'on voit... Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que la survie elle est nettement inférieure avec un patient qui est connu avec FPI et maladie coronarienne. La maladie thromboembolique, en fait, c'est pas si fréquent que ça, mais c'est quand même le double à triple 2 à 3 fois par rapport à la population normale. En fait, il y a plusieurs hypothèses diagnostiques. Est-ce que c'est parce que les patients sont immobiles ou la maladie en tant que telle provoque une activation de la cascade de coagulation. En fait, ça a été des hypothèses qui ont voulu être testées là, pour les études de FPI. Donc, on s'est dit, est-ce que de donner des anticoagulants pour traiter la FPI pourrait fonctionner? En fait, pas vraiment. Donc, la ligne en bleu, c'est donc la ligne avec le Coumadin chez les patients FPI. Puis, plus on monte vers le haut, c'est plus qu'il y a de patients qui sont décédés. Donc, on voit qu'à 8 semaines de traitement, on voit qu'il y a une nette augmentation de la mortalité. Donc, en fait, l'étude a été arrêtée plus tôt là, pour ça. Et également, on s'est dit, dans les groupes contrôle de nos dernières études de médicaments antifibrotiques, on regarde ceux qui étaient sous placebo et Coumadin pour une raison médicale versus placebo et sans Coumadin. Puis, on voit que les patients sous Coumadin mouraient plus. Donc, en fait, là, on ne sait pas. Par contre, on ne peut pas dire est-ce que c'est à cause du Coumadin ou c'est à cause de la comorbidité sous-jacente, par exemple l'embolie pulmonaire. La dépression, l'anxiété, en fait, la dyspnée, la perte d'autonomie, tout ça, ça a beaucoup d'importance chez nos patients. Donc, ça amène un isolement social, un sommeil qui est non réparateur également. Donc, la prévalence, c'est autour de 20 à 50 de la dépression, puis l'anxiété autour de 30 je pense que c'est important de les dépister, ces patients-là, et de les référer aussi. Il semblerait que la thérapie cognitivo-comportementale serait meilleure que médicaments spécifiques pour la dépression. Puis, en fait, je pense que l'enseignement et la réadaptation pulmonaire ont des rôles très importants pour dépister ces patients-là et aussi les aider. Donc, comme je vous le dis, tous devraient être dépistés. Il existe plusieurs questionnaires. Comme Audrey vous l'a dit tantôt, nous, on utilise le ADS. Mais sinon, il y a d'autres questionnaires qui ont été utilisés dans différentes études. Aussi, un petit indice, c'est le score de dyspnée qui pourrait nous aider à dépister la dépression. Parce que, en fait, vous voyez les couleurs différentes. En fait, c'est les dyspnées des grades de 1 à 5 là, sur l'échelle médicale. Puis, on voit que plus la dyspnée augmente, plus l'anxiété est importante, plus la dépression est importante, plus la fatigue est également importante. Donc, je pense que ça peut quand même nous donner un bon indice. Donc, voici le questionnaire qu'on utilise. C'est disponible sur Internet, mais je vais aussi vous donner la référence là, pour que vous puissiez aller le chercher. C'est quand même un questionnaire qui est facile à donner, puis ça dépiste quand même assez bien nos patients. Le sommeil, de plus en plus, on se rend compte que ces patients-là ont de l'apnée du sommeil ou une hypoventilation. Donc, ça apporte des symptômes,
des conséquences dans leur vie de tous les jours. Les patients ont moins bonne qualité, ils ont de l'apnée obstructive également. Ces patients-là peuvent avoir des symptômes typiques, donc de la somnolence diurne, du ronflement, de l'apnée documentée par le conjoint, mais également aussi des symptômes atypiques, donc de la fatigue, de l'insomnie, de la toux nocturne. Il n'y a aucune ligne directrice sur comment on devrait les diagnostiquer, les dépister, ni comment les traiter. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la polysomnographie, c'est quand même notre meilleur traitement, notre meilleur diagnostic pour l'apnée du sommeil. Par contre, on sait que nos délais sont très importants. Donc, je pense qu'on pourrait commencer avec une polygraphie cardio-respiratoire simplifiée. Puis, si notre suspicion reste quand même élevée et que cette dernière était négative, je pense que d'aller à la polysomnographie serait quand même une étape adéquate. Et donc, le traitement par le CPAP, par la pression positive continue, semblerait montrer une amélioration de la qualité de vie et une diminution de la mortalité. Ceci, c'est quand même sur une petite étude, donc on pourrait voir au long terme. Donc, également, comme je vous disais, donc, il y a l'hypoventilation alvéolaire qui amène de la fatigue, des maux de tête dans la journée, un isolement social. En fait, le traitement semble logique, c'est l'oxygénothérapie. Malheureusement, il n'y a aucune étude par rapport à ce traitement, par rapport à l'oxygène. Je vais pas passer au travers de ça, c'est que je vais vous laisser... En fait, c'est un résumé de ce que je vous ai dit. Vous allez avoir les diapos aussi, donc c'est pour référence future. Donc, pourquoi, en fait, c'est important de reconnaître les comorbidités? C'est que c'est très fréquent, donc je vous en ai parlé de chacune, mais en fait, là, 58 % ont entre 1 et 3 comorbidités, 30 % ont entre 4 et 7 comorbidités. Pourquoi, en fait, on pense que c'est peut-être un problème de médiateur, un peu comme je vous parlais tantôt, là, les cytokines et tout ça. Et aussi, les télomères courts, en fait, c'est sur les bouts d'ADN, sur les cellules, ça entraîne une sénescence plus rapide là, des cellules, pas juste dans le poumon, mais dans le corps entier. Pourquoi c'est important, en fait? Donc, on voit là le patient qui est à la ligne bleue, là, c'est la courbe de survie. Donc, ça, c'est la ligne bleue, c'est un patient qui n'a aucune comorbidité, donc une survie médiane de 66 mois. Tandis que la ligne verte, c'est un patient qui a entre 1 et 3 comorbidités, puis la ligne jaune, c'est 35 mois de survie médiane. Et tout ça était statistiquement significatif. Aussi, on voit qu'il y a certaines comorbidités qui sont plus prévalentes chez les patients qui sont décédés. Donc, en fait, c'est ceux qui ont des étoiles au-dessus des colonnes bleues. Donc, on voit les maladies coronariennes, comme je vous ai parlé, les cancers pulmonaires. Par contre, là, à droite, on voit le reflux. Il semble en avoir plus chez les survivants. Je ne sais pas comment on pourrait... je ne pourrais pas vous l'expliquer là, pour ça. Dernière image pour vous montrer l'importance des comorbidités puis leur gravité par rapport à un décès, par exemple. Donc, le décès est dans le milieu. Plus ça se rapproche, plus le cercle se rapproche du milieu, plus cette maladie-là elle est mortelle. Puis plus le cercle il est gros, en fait, plus c'est prévalent. Donc, en rouge, c'est toutes les comorbidités cardiaques, puis en vert, c'est les comorbidités pulmonaires. Donc, en conclusion, je pense qu'il faudrait qu'on considère la FPI comme une maladie maintenant systémique. Je pense que l'emphase devrait être mise dans la clinique externe puis dans la vie de tous les jours à la recherche de ces comorbidités. Maintenant, on a des traitements spécifiques qui semblent améliorer la mortalité. Là, on pense que possiblement le traitement de ces comorbidités-là pourrait aussi améliorer la survie, mais je crois que actuellement, si on traite les comorbidités, ça va jouer un grand rôle sur la qualité de vie des patients. Et voilà.